Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Julian Assange, figure d'un nouvel ordre mondial. Son procès en extradition va s'ouvrir à Londres le 24 février. Les États-Unis ont formulé contre lui pas moins de 18 chefs d'accusation, dont espionnage. Privé de liberté depuis 10 ans, le fondateur de Wikileaks, qui a publié de nombreux documents secrets américains, risque aujourd'hui 175 ans de prison. On le revoit extirpé, exfiltré de l'ambassade d'Équateur en avril dernier. Aujourd'hui, emprisonné dans l'attente de son procès. Invité, le jeune avocat et essayiste Juan Branco. Il a cartonné en librairie l'an passé avec son réquisitoire politique anti-Macron, Crépuscule, réédité en poche chez Point. Il revient ce mois-ci avec un livre plaidoyer en faveur du fondateur de Wikileaks, Assange, l'anti-souverain, aux éditions du Cerf, où il retrace le parcours du hacker australien, celui de son site d'information, celui qu'il a créé, et ouvre la réflexion sur cette figure de l'anti-souveraineté. Juan Branco, bonjour. Bonjour. Quels enjeux de ce procès pour Snowden? Il s'agit d'une tentative de décourager les enquêtes les plus incisives, des journalistes les plus courageux. Il fait le rapprochement avec un autre journaliste, le fondateur de The Intercept Brazil, Glenn Greenwald. Quels sont pour vous les enjeux de ce procès à venir de Julian Assange? Je pense malheureusement que c'est beaucoup plus trivial. C'est une simple affaire de vengeance, de vindication de la part de l'appareil d'État américain, états-unien, et notamment de la CIA et de son ancien directeur Mike Pompeo, qui ont été humiliés quelques mois seulement après l'élection de Donald Trump, lorsque Wikileaks a révélé l'ensemble de l'arsenal numérique utilisé par la CIA pour pirater ses cibles, ce qui a immédiatement désactivé en fait cet arsenal. Et donc tout d'un coup, la CIA se retrouvait aveugle dans l'espace informationnel, dans une opération qui a été d'une extrême violence pour elle, à un moment où il y avait peut-être un espoir de leur côté de trouver un arrangement avec Julian Assange ou Wikileaks, comme l'avait fantasmé une partie de l'espace dominant de ce pays, et notamment le Parti démocrate. Et donc face à cette humiliation de cette partie de ce que Emmanuel Macron appelle l'État profond états-unien, il y a eu une volonté d'accélérer les procédures et de détruire un peu plus cet individu qui était déjà enfermé dans 20 mètres carrés depuis 7 ans au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, dans un rez-de-chaussée à côté de Harrods, où il avait été mis à l'isolement depuis 1 an, quasiment sans aucune visite sociale, aucun accès Internet, etc. Et donc on l'a transféré dans cette prison antiterroriste à Belmarsh, qui a été construite après le 11 septembre pour accueillir les djihadistes les plus violents et autres criminels. Il y a été mis à l'isolement 23 heures sur 24 jusqu'à il y a quelques jours, avec 2 visites sociales par mois d'abord, pas d'accès Internet, au téléphone, aux journaux télévisés ou quoi que ce soit. Et donc maintenant, à partir du 24, comme vous l'avez dit, jusqu'à fin mai, avec un trou en mars, des procédures d'extradition pour tout simplement l'envoyer aux États-Unis et finir de le détruire et de venger cette humiliation. C'est une tragédie grecque, en fait, à laquelle on assiste. Et je pense que toute tentative de politisation, comme tente de le faire Edward Snowden, de bonne foi, réduit la portée violente de ce qui est en train de se passer. Je pense que ce qui arrive à Julian Assange est grave en soi, et non pas parce qu'il présente une menace pour quoi que ce soit d'autre. Julian Assange est un personnage complètement unique dans l'histoire. Je pense qu'il restera pour très longtemps comme une référence, en bien ou en mal, de par son action technologique et politique. C'est une tentative de politisation pour vous, de mettre en avant, comme le fait Edward Snowden, cette menace que constituent ces accusations en série au nom donc de la liberté de la presse, cette menace de la liberté de la presse. Vous êtes avocat, Julian Assange mérite bien sûr une défense comme tout le monde. Vous avez fait partie de ses conseillers juridiques, il va y avoir ce procès dans 2 semaines. Quel devrait être le squelette de sa défense selon vous, les arguments à mettre en avant pour le défendre? Je pense qu'en effet c'est faux, parce que c'est l'argument qui est utilisé par Snowden est faux, et du coup amoindrit notre défense de Julian, qui est un proche ami que j'ai beaucoup accompagné ces 6 dernières années dans cette période, parce que je pense que personne, et surtout pas au sein de l'espace journalistique traditionnel, a eu la radicalité qu'il a eue en fait pendant toutes ces années. C'est quelqu'un qui a vraiment mis en danger sa vie et celle de ses proches qui l'ont accompagné, pour exposer de façon complètement nouvelle un rapport à la vérité, quasi absolutiste, dans lequel les citoyens avaient soudain accès directement à l'information sans avoir à passer par un intermédiaire, avec l'idée que toute création d'intermédiation, y compris journalistique, crée un pouvoir.
Et ce pouvoir peut être vecteur de corruption, naturellement, je veux dire mécaniquement, c'est même pas une question morale. Et donc à partir de là, le droit est là pour défendre quelque chose qui est nouveau, en fait, à toute échelle, politiquement parlant, structurellement parlant, sociologiquement parlant. Et donc, l'équipe à laquelle j'ai appartenu jusqu'à très récemment va avoir plusieurs axes. On va commencer la première semaine à partir du 24 février par dire quelque chose d'évident, c'est-à-dire que l'espionnage est considéré, parce que c'est ça l'accusation principale dont il fait l'objet, d'avoir été espion, ce qui est une forme d'hommage à son action, espion au service du peuple, parce qu'il a espionné au service d'aucune force étatique quelconque. Que l'espionnage est un délit politique. Or, le traité d'extradition, par exemple, entre le Royaume-Uni et les États-Unis, interdit explicitement toute extradition pour des délits politiques. Donc ça, c'est le premier axe de défense. Et à partir de mai, il y aura tout un travail sur le premier amendement, la liberté d'expression, en effet, ces éléments que vous présentez. Mais encore une fois, je pense que cet ouvrage essaie de théoriser la figure de Julian Assange et de lui rendre sa place dans l'histoire, dans son unicité, et de construire une distinction par rapport à... Et tout discours qui viserait, ou volontairement ou non, à banaliser cette exceptionnalité qui a fait qu'un enfant des Bush australiens qui n'avait pas de diplôme, qui venait d'une famille modeste, a réussi à changer l'histoire du monde et la trajectoire du monde. Tout ce qui viserait à l'assimiler à des pratiques normales au sens neutre du terme, qu'elles soient journalistiques ou autres, manquerait en fait la cible et manquerait de raconter l'exceptionnalité de cet homme. Voilà, alors vous revenez dans ce livre, notamment sur votre rencontre aussi, sur cet appel, cette main tendue vers vous et votre choix d'y aller dans le prolongement de votre bataille contre la loi Hadopi. Vous y voyez un engagement qui a du sens. Qu'a révélé Wikileaks qui dérange tant que ça? Il faut quand même rappeler pour ceux qui nous écoutent, avant d'envisager ce qu'incarne aujourd'hui pour vous cette figure, puisque votre livre est à cheval entre le juridique et le philosophique aussi, et le politique donc. Réfugié à l'ambassade en 2012 sous un statut de réfugié politique, on remonte à l'arrestation de Julian Assange en avril dernier. Ses partisans redoutaient ce moment. C'est finalement ce jeudi que les policiers britanniques sont entrés dans l'ambassade équatorienne à Londres, arrêtant sans ménagement en résidant depuis près de 7 ans Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks avait là trouvé refuge en 2012 pour échapper à une arrestation. Mais le temps a passé, le régime équatorien a changé et voulait se débarrasser de cet hôte encombrant. La décision du président a hérité son prédécesseur qui avait octroyé cet asile. Exilé en Belgique depuis 2017, Rafael Correa qualifie Lénine Moreno de plus grand traître de l'histoire latino-américaine. Depuis Moscou, où lui aussi est exilé, le lanceur d'alerte Edward Snowden parle, lui, de jours sombres pour la liberté de la presse, jusqu'à l'ONU qui s'inquiète des risques d'une grave violation de ses droits fondamentaux. Toutes ces objections sont balayées par le gouvernement britannique. Nous ne faisons aucun jugement sur l'innocence ou la culpabilité de Julian Assange. C'est à la justice d'en décider, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que quelqu'un échappe à la justice. Et il a fait cela depuis longtemps et c'est pour ça qu'il n'est pas un héros. Qu'a révélé ce site Wikileaks qui dérange tant? Il faut revenir un peu à l'histoire de ce site qui l'a créé. Quels sont ces documents qui ont été publiés? Il faut d'abord peut-être parler de l'ampleur du travail de Wikileaks qui a révélé plus de 10 millions de documents dont aucun n'est faux. En tout cas, n'a jamais été démontré qu'il était faux, ni accusé d'ailleurs de fausseté. Je pense que c'est le seul média à avoir fait autant de révélations de documents venant d'organisations publiques, d'entreprises, d'États, qui à aucun moment n'a été pris en défaut. En fait, c'est quand même un travail exceptionnel qui était mené par quelques personnes qui étaient pourtant sous une pression extraordinaire, surveillée par l'ensemble des agences de renseignement que comptent les grandes puissances de cette planète. Et pas n'importe quelle révélation. Donc, d'une part, des révélations structurelles qui permettaient, par exemple, je pense à l'affaire Sony, c'est-à-dire de révéler comment une grande entreprise fonctionne aujourd'hui. On avait accès à tous les mails de l'entreprise qui permettaient tout d'un coup de découvrir les rapports de force. Donc, même pas quelque chose une valeur de scoop
particulière. Ce à quoi on s'attache beaucoup quand on parle de Wikileaks, on cherche toujours le scandale ou la puissance de Wikileaks, c'est avant tout d'être une bibliothèque des appareils de pouvoir contemporains et de permettre, avec un désarchivage quasiment en flux constant, de donner accès aux citoyens au fonctionnement interne de structures qui sont par nature très opaques et qui utilisent cette opacité souvent pour, en effet, commettre des actes de corruption ou des injustices diverses. Et donc, cette force-là, elle est extraordinaire et elle est même plus forte encore que les scoops de première ampleur qu'a révélé Wikileaks. Ça a commencé très tôt, dans quelque chose qui est un peu oublié au Kenya, dès 2007, donc un an après la création de Wikileaks, puis après jusqu'en 2009, où il révèle la corruption des principaux clans qui sont au pouvoir au Kenya, ce qui va provoquer une bascule institutionnelle très forte, avec probablement un changement du résultat des élections, qui elles-mêmes vont provoquer en fait une sorte de proto-révolution qui va être écrasée dans le sang avec plus de 1000 morts, alors que les Kenyans essayaient tout simplement de se libérer du joug des deux clans qui les instrumentalisaient. Et ça va en fait pendant des années créer des procédures au sein de la Cour pénale internationale, etc. Enfin provoquer en fait un changement profond au sein de ce pays. On pourrait dire point d'orgue, pardon si j'accélère un petit peu, Bien parce sûr. qu'il y a eu effectivement beaucoup de révélations. Ces Oui, vidéos, je donnais un exemple. Mais, du collateral bien sûr. murder, des vidéos qui montrent les méfaits de l'armée américaine en Irak, ça c'est en avril 2010, et là, il va vraiment devenir l'ennemi public numéro 1 pour les Américains à ce moment-là. Ça arrive après plusieurs années de travail un peu invisible, c'est-à-dire que les révélations avaient une visibilité, mais la figure de Julian Assange et le nom de Wikileaks n'étaient pas pris par cette notoriété, c'est-à-dire que les scoops étaient repris par plein de médias, mais le public n'identifiait pas cette figure. Et là, il l'identifie parce qu'il fait une conférence de presse. On voit cette vidéo où on entend les militaires rire, en fait, alors qu'ils sont en train de massacrer des civils et des journalistes depuis un hélicoptère avec des tirs de mitraillettes. Et donc là, il y a une sorte de point de bascule qui s'accompagne très vite d'une accélération de l'histoire avec les publications de centaines de milliers de documents en Irak et en Afghanistan qui font le quotidien de la guerre, qui révèlent le quotidien de la guerre, des crimes commis, de la façon dont ils sont masqués par les armées alliées. Et ensuite, évidemment, les télégrammes diplomatiques américains, états-uniens, qui tout d'un coup révèlent ce que c'est la plus grande puissance mondiale, des secrets, des pouvoirs du monde entier, de la France à la Tunisie, qui va jouer un rôle d'ailleurs dans la révolution arabe important, rôle que Julian Assange va accompagner, pas seulement avec ces révélations-là, mais aussi avec un appui technique aux révolutionnaires en les aidant à contourner la censure, à avoir des connexions Internet en Égypte, en Tunisie, etc. Donc il y a une sorte de prise avec l'histoire extraordinaire et très impressionnante, encore une fois, pour quelqu'un qui, à ce moment-là, a un sac à dos pour seule propriété et pour seule maison, et qui se balade de ville en ville. Et c'est ce que j'essaie de raconter, c'est comment cette errance, qui tout d'un coup, après, se fixe au sein de cette ambassade d'Équateur, où va être enfermé pendant 7 ans, va créer une sorte de confusion à échelle mondiale, parce qu'on ne va pas savoir comment le traiter. Voilà, vous dites qu'il articule techné et logos, qu'il a produit se faisant une pensée avant-gardiste, simple et isolée, et son point de départ, c'est la circulation de l'information. Créé en 2006, donc, ce site Wikileaks est pour vous l'incarnation d'une idée, plutôt qu'une marque, d'une forme d'idéal moral ou de bien. Écrivez-vous dans ce livre, Assange, l'anti-souverain, qui paraît aux éditions du Cerf. Quelle est cette idée ? C'est l'idée en fait, il y a même plusieurs idées. L'idée principale est évidemment que la vérité doit être exposée, quel qu'en soit potentiellement le coût de court terme. C'est-à-dire que même s'il peut y avoir des effets d'opportunité pour des acteurs malveillants de court terme à créer de la transparence au sein d'appareils étatiques ou institutionnels, sur le long terme, il va y avoir un assainissement des sociétés. Et dès lors, c'est la deuxième idée forte qui va avec la première, mais peut-être la plus importante, que le citoyen doit lui-même décider ce qui peut ou doit être su ou non, et qui n'a pas à passer par un échelon intermédiaire qui filtre l'information en son nom. Et c'est en cela, en fait, qu'il y a eu un embranchement, pour moi personnellement, mais je pense aussi que Julian l'a très bien compris avec les Gilets jaunes, qui ont remis en question la question de la démocratie représentative, qui disaient on n'a plus besoin d'élites intermédiaires qui fassent filtre entre nous et le processus de décision, on veut des outils de démocratie directe et ainsi de suite. Et cette idée, elle est en fait ancrée, et c'est la force de Wikileaks, dans un changement technologique qui permet cet accès direct à l'information, là où auparavant il fallait une concentration capitaliste minimale pour par exemple construire ce studio, construire des presses et après assurer un réseau de distribution pour les médias institutionnels et ainsi de suite. Et cette rupture est évidemment très mal comprise par l'espace médiatique institutionnel qui va faire qu'il va y avoir un rapport très ambivalent avec la figure de Julian Assange, où après l'avoir en gros porté au nu, après ces révélations dont vous parliez, notamment cette vidéo,
vont très vite prendre leur distance, je pense, du fait de par un effet de concurrence, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une radicalité qui est trop brûlante pour eux qui sont toujours inscrits dans un appareil de pouvoir. Cette radio, par exemple, Radio France, elle est, qu'elle le veuille ou pas, inscrite dans un rapport à l'État. Elle est d'ailleurs en lutte en ce moment pour essayer de préserver des marges de manœuvre qu'elle n'avait pas, avec beaucoup de courage, je trouve. Et Wikileaks se défait, en fait, de ces contraintes. Vous voyez, il y a tout d'un coup une capacité à... Et du coup, ça fait trembler tout le monde. Et toute personne instituée, face à cette nouvelle institution qui... Et c'est là où j'essaie de conceptualiser cette idée d'anti-souverain. C'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de prendre place dans le monde de la souveraineté. Elle n'essaie pas de prendre place parmi les institutions. Elle ne fait que les révéler comme un oracle du contemporain, sans à aucun moment se saisir d'un lieu de pouvoir ou en faire quoi que ce soit. Wikileaks est en accès libre, gratuit, n'importe qui peut... il a survécu grâce à la solidarité de milliers de personnes qui, à un moment donné, par exemple, lorsqu'il y a eu un blocus bancaire, c'est-à-dire que les États-Unis ont interdit, en utilisant la législation antiterroriste déjà, à PayPal, Visa, Mastercard de transférer des dons à Wikileaks. Eh bien, c'était autour de 2011, les gens ont commencé à envoyer une petite monnaie virtuelle que personne ne connaissait à l'époque, qui valait quelques centimes d'euros, qui s'appelait des bitcoins, pour essayer de contourner ce... Alors ces bitcoins, depuis, ils valent plusieurs milliers d'euros, et donc ont permis à Wikileaks d'amasser un trésor de guerre qui lui permet de survivre en dehors, en fait, de tout cet espace souverain. Alors, le principe de Wikileaks, c'est l'anonymat aussi du lanceur d'alerte. Vous dites d'ailleurs Wikileaks n'est pas un lanceur d'alerte. Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte. Le site ne donne pas l'origine des sources. On a pas mal reproché justement à Assange. C'est son manque de transparence, lui, sur la gestion de son organisation. Est-ce que vous y voyez un paradoxe ? Je pense c'est là aussi où j'essaie de définir ce que fait Wikileaks, non pas comme un combat ontologique. Par là, je veux dire que Wikileaks n'essaye pas de dire une vérité absolue dans son action. Julian Assange a parfaitement conscience qu'il s'inscrit dans un champ de force. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui va naturellement vers l'opacité et le secret de la part des appareils de pouvoir et qui tente d'imposer la transparence aux citoyens. Et Julian Assange se voit, encore une fois, quelque part comme un espion du peuple qui va essayer de renverser ce rapport de force et créer des entailles au sein des appareils de pouvoir afin de créer des brèches de lumière, en fait, vous voyez, qui vont nous permettre un instant de renverser le rapport de force, de les mettre dans l'embarras, comme ils essayent de nous mettre dans l'embarras de leur côté, et de nous protéger. Mais il sait très bien que c'est des effets ponctuels, c'est-à-dire que il n'y a pas un modèle de société derrière Wikileaks. Wikileaks, c'est pas une nouvelle cité, justement, c'est pas une nouvelle souveraineté. C'est juste un élément qui, dans ce rapport de force, permet de rééquilibrer un peu les choses. Donc, cette accusation qui vise à dire « Ah oui, mais la transparence, c'est la porte ouverte au totalitarisme, etc. » c'est quelque part une projection désirante assez rigolote, parce que ça donne un pouvoir tellement énorme à Wikileaks par rapport à ce que c'est véritablement. Quelques personnes, vraiment, c'est rien que ça, quelques corps. C'est pas un lieu de pouvoir pour vous ? Mais non, parce qu'en fait, ils n'en tirent aucun bénéfice. C'est des personnes qui restent dans l'ombre, pour la plupart. Julian Assange s'exposait pour essayer de donner et ils n'accaparent aucune position. Par contre, ils produisent des effets très, très importants dans les lieux de pouvoir. C'est évident. Ce que je vous disais, les conséquences peuvent même être dramatiques, même si bénéfiques sur le long terme. Je veux dire, il y a en effet... Ça reste un lieu de pouvoir symbolique, même s'il n'y a pas... C'est un lieu de projection symbolique. Oui, c'est un lieu de projection symbolique, d'influence extrêmement puissante, et qui donc peut être instrumentalisé par des appareils de pouvoir qui peuvent essayer. Et à un moment, Julian Assange, quand il y a eu la polémique en 2016 sur les révélations qui ont montré la corruption d'Hillary Clinton, mais aussi du Parti démocrate, ce qui est quand même à la lueur de ce qui s'est passé dans l'Iowa, on se dit finalement c'était plutôt opportun de montrer comment derrière les façades se jouaient en fait ces manipulations politiques qui entravent le processus démocratique états-unien. On lui disait, mais et si c'était les Russes, etc. Et Julian Assange disait, mais si c'était les Russes, ce qui serait extraordinaire, ce serait que les États-Unis et Barack Obama aient l'intelligence de faire exactement la même chose. Et pour se venger, non pas persécutent tel lanceur d'alerte ou Wikileaks ou compagnie, mais décident de révéler tout ce qu'ils savent sur le fonctionnement interne de la Russie, exposent leur corruption, en faisant le pari qu'une démocratie est toujours plus forte par rapport à l'exposition de son fonctionnement interne qu'un système plus autoritaire. Et que si dès lors on commençait à jouer à cette guerre informationnelle, celui qui sortirait perdant
ce serait le système le plus structurellement autoritaire d'une part, et de toute façon, qui sortirait gagnant, de façon générale, ce seraient les populations qui seraient mieux informées sur les manipulations qu'un certain nombre de personnes, dès qu'elles sont au pouvoir, encore une fois, structurellement, vont tenter de mettre en place pour se maintenir au pouvoir ou pour... Mais on est d'accord que c'est le jeu. À partir du moment où il n'y a plus de médiation, qu'il n'y a plus de filtre, que l'information tombe brute, elle peut être interprétée, voire manipulée, dans le sens qu'on souhaite. C'est là où on a besoin d'une reconfiguration, selon moi, dans les années à venir, aux décennies à venir, du rôle de journaliste qui doit guider cette interprétation. C'est-à-dire le journalisme en général doit passer d'un espace où il devient le point d'accès à l'information exclusive à celui qui va permettre de médier et informer les citoyens et les former pour leur permettre de comprendre cette information qui lui restera toujours accessible de façon à ce que le citoyen puisse à tout moment vérifier la réalité de ce qui est dit par le journaliste. C'est déjà ce que font les médias. Non, parce que par exemple, notamment dans le journalisme politique, la source, elle n'est pas exposée. Le off, par exemple, c'est un principe qui est généralisé et qui fait qu'en fait, vous pouvez faire dire quelque chose à un appareil de pouvoir ou à ses opposants, sans à aucun moment donner la preuve tangible que cette parole qui est relayée est vraie. Là, par exemple, avec Wikileaks, toute révélation qui est faite sur le site, elle a un document qui l'accompagne, qui prouve qu'en effet, à un moment, cette parole a été produite par un appareil de pouvoir ou l'inverse. Et donc, à partir de là, le citoyen qui lit cette information est capable d'aller vérifier que l'interprétation qui est donnée par le journaliste n'est pas tendancieuse, ou par l'homme politique, ou par tout simplement la personne qui, sur les réseaux sociaux, essaie de l'utiliser à bonne ou mauvaise escient. Allez, j'en reviens à cette figure de Julian Assange, figure qui émerge dans l'espace visible du contemporain, écrivez-vous, le 28 novembre 2010. Depuis, héros pour les uns, traître, criminel pour les autres, c'est une personnalité controversée qui se présente à nous. Qui est Assange? Extrait d'un reportage Arte. Free Julian Assange! Free Julian Assange! C'était une célébrité, l'un des hommes les plus médiatiques au monde, le plus aimé, mais aussi le plus détesté. Tout dépend de quel côté de la justice tu te places. Je crains que ses admirateurs à travers le monde se trompent à son sujet. C'est avant tout un ennemi des États-Unis, quelqu'un qui a réussi à divulguer des dizaines de milliers de documents qui ont mis en danger notre sécurité nationale. Il a même failli faire échouer la capture d'Oussama Ben Laden à cause de ses publications. Un de mes successeurs à la CIA a défini Assange et Wikileaks comme un service de renseignement non étatique et hostile. C'est une assez bonne définition. Ici en Russie, certaines personnes, pas tout le monde, certaines personnes le voient comme un espion américain. Moi, je crois que c'est un journaliste et un hacker. Pour moi, Assange, c'est le service de renseignement des citoyens. Voilà, extrait du reportage documentaire Julian Assange, L'homme traqué, diffusé à l'été dernier sur Arte. Vous ne cachez pas, Juan Branco, votre admiration, votre fascination, pourrait-on presque dire, je crois que vous serez d'accord avec le terme, pour Assange, le thaumaturge, tel que vous le décrivez, capable de provoquer les révolutions, percer les secrets des puissants, sauver ses semblables, survivre à l'émulation. Il est pour vous l'oracle des temps, ce sont vos termes, pour celui qui a combiné aussi son talent à une velléité sacrificielle majeure qui lui a octroyé la place qui est la sienne aujourd'hui. Il est entré dans l'histoire. C'est une figure christique, presque messianique, Julian Assange, pour vous, avec ce paradoxe, je ne sais plus qui de nous deux l'a dit dans une discussion, mais c'était cette idée que toute société qui a besoin de héros est une société dysfonctionnelle. Parce que le héros est la révélation d'un problème de structure. Quand vous avez besoin d'un héros dans une société, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette société. Et donc il y a une recherche chez lui de négation du processus d'héroïsation pour essayer de trouver la source, vous voyez, qui Et chez vous, alors, pourquoi vous le héroïser? Parce que, en fait, je n'essaie pas tant de le réhéroïser que de le théoriser et de le comprendre. Que, mais quand même dans une posture parfois un peu romantique. S'il y a une fascination, elle est très neutre. C'est-à-dire que moi, mon aventure avec Julian Assange m'a fait connaître le mal politique dans tous les sens du terme. C'est une aventure d'une vulnérabilisation, qui m'a extrêmement vulnérabilisé parce que c'était extrêmement violent entre mes 24 et 30 ans de confronter
Enfin, quelque part, on s'est retrouvé confronté à l'histoire, quoi. Et encore une fois, avec un tel manque de moyens de protection et de couverture qui fait que si vous ne vous compromettez pas, si vous ne vendez pas à tel ou tel service secret, comme plusieurs personnes qui nous ont accompagnés l'ont fait au fur... c'est-à-dire qu'on a découvert des personnes qui étaient des taupes du FBI, qui ont depuis été jugées, d'ailleurs. Il y avait une sorte de dispositif de surveillance extrêmement violent contre nous. Alors, mais on ne pouvait pas en parler parce qu'on n'avait pas les preuves physiques. Alors, il y a quelques mois, on a enfin réussi à retrouver, grâce à un lanceur d'alerte, les vidéos, des caméras cachées et des micros cachés que la CIA avait disposés tout autour de l'ambassade, des filatures qui avaient été faites avec certains avocats et ainsi de suite. Mais tout cela, quand vous le vivez sur le moment, vous n'avez pas les éléments tangibles. Et c'est toute une partie développement que je fais dans le livre sur le rapport à l'intangibilité, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites quand vous êtes dans un monde qui est devenu structurellement paranoïaque, en fait, où la surveillance est développée à des niveaux stratosphériques, pour ne pas vous-même devenir paranoïaque par mesure de protection. Alors, comment vous faites-vous ? Ça a été violent, en fait. Ça a été extrêmement violent. Et à un moment, il a fallu, en fait, accepter un lâcher-prise, mais qui impliquait une perte de capacité d'action. C'est-à-dire que je me dis, de toute façon, on ne peut pas se protéger en l'état. Alors, notre force, c'était qu'on avait en amont connaissance de dispositifs qui existaient. C'est-à-dire, par exemple, quand Julian Assange révèle les outils de la CIA, il le fait en journaliste, mais aussi en ancien hacker, qui sait parfaitement comment elle fonctionne, et du coup, qui sait quel est, en gros, l'état des choses chez l'ennemi. C'est-à-dire, quelle est sa capacité à pirater, comment, etc. Donc, ça nous permettait d'avoir un petit temps d'avance à chaque fois pour essayer de protéger les informations, pour essayer d'esquiver les surveillances. Mais donc, j'ai pas de... Je le vois vraiment comme encore une fois, une figure qui est rentrée dans l'histoire et qui, à partir de là, doit être que j'essaye de scruter de toutes les façons, par toutes les facettes possibles, pour essayer de la comprendre, de ne pas en rester un jugement extérieur ou moral, que ce soit divinisant ou au contraire diabolisant, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été accusé J'étais le soldat prêtant allégeance au roi oublié. Ce sont les mots que vous lui écrivez, comme un ange noir, un empereur sans royaume, hein, vous le décrivez aujourd'hui. Ces mots que vous mettez dans ce livre en anglais, dans un dernier annexe de cet ouvrage, un dernier mot sur Julian, mais pas en français. Pourquoi ? Je pense que c'était un court texte que j'avais écrit un peu comme ça à une des sorties de l'ambassade pour essayer de décharger la violence en fait de ces rencontres. C'est parce donc encore une fois, il n'y a pas d'idéalisation et il faut... Et il y a une désactivation de l'espace fantasmatique. En fait, quand vous êtes dedans, il y a des moments qui peuvent ressembler à des moments de cinéma. C'est-à-dire, par exemple, il y avait une proto-révolution en Équateur à un moment et on sentait qu'à n'importe quel moment, quelqu'un pourrait rentrer dans l'ambassade et nous sortir de là et arrêter Julian et compagnie. Donc là, vous voyez, vous êtes en train de regarder les images en direct de manifestations à Quito en vous disant quel effet ça va produire à Londres. Mais dans l'ensemble, c'est des choses qui sont avant tout extrêmement âpres, isolantes, et qui déstructure le rapport au lien social. Quand vous n'êtes pas protégé par un appareil de pouvoir, en fait, vous vous retrouvez dans une position de vulnérabilité extraordinaire. Et donc aussi d'écrire tout ça, et d'écrire comment est-ce qu'on est... Qu'est-ce que devient le rapport au bien ou au mal dans cette position-là, c'était pour moi quelque chose que j'ai considéré comme étant un privilège d'avoir vécu après. Et c'est pour ça aussi que je commence avec un prologue sur mon expérience au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères pendant l'affaire syrienne, puis après je décris l'école normale supérieure. Voilà, alors l'école normale, pardon, il reste 3-4 minutes que vous racontez comme vous allez leur parler d'anti-souveraineté dans ce monde qui incarne aussi cette souveraineté. À partir de l'idée de surveillance, vous dites que l'envie vous est venue de théoriser aussi autour de cette figure. À qui vous adressez ce livre, au fond ? Je pense que c'est un livre qui a pour ambition de rester sur le temps long pour, encore une fois, décrypter les enjeux de la société que l'on connaît aujourd'hui. En fait, et Assange est un point d'entrée pour comprendre le rapport aux appareils de pouvoir. C'est pour ça, encore une fois, le Quai d'Orsay, Normal et compagnie, c'est une façon de montrer, comme j'ai vu, c'est là aussi une chance que j'ai, c'est comme j'ai connu ces appareils de pouvoir de l'intérieur, j'ai pas pour le coup, de fascination comme beaucoup de personnes peuvent l'avoir pour Julian, comme celui qui perce les secrets. Quelque part, moi, quand j'étais au Quai d'Orsay auprès du ministre, j'avais accès à tous ces secrets, donc j'ai vu comment se fabriquait, c'est ce que je décris, comment se fabriquait cette information, ce qu'elle révélait de puissance, mais aussi d'impuissance de la part de ces appareils de pouvoir contemporains. Et donc, j'évite cette esquive qui fait qu'un citoyen qui n'a jamais eu accès à ces lieux de pouvoir va avoir une fantasmatique très développée. Alors, parce qu'ils sont construits pour ça, symboliquement parlant, le Quai d'Orsay, Normal, c'est des lieux comme ça qui visent à produire, en fait, une fascination. Et moi, j'essaie de tenir à distance ça, de rentrer justement dans un rapport d'interaction de corps et comment les corps révèlent, en fait, cette réalité profonde,
plus terre à terre parfois, et qui montre en fait comment la violence peut naître de la banalité. Voilà, mais ça, parfois c'est vrai que pour vous comprendre, il faut être passé par ces lieux souverains, parce que c'est pas toujours évident sur ça ces dépend, oui. 500 pages et c'est le dernier point de ce livre, c'est que en fait, il peut se lire de façon, par bloc en fait. C'est-à-dire qu'il y a en effet des blocs de théorisation, mais on peut sauter sans aucun problème, sans qu'il y ait de problème de lecture. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont plus narratifs, qui permettent des personnes de comprendre comment fonctionne le Quai d'Orsay de l'intérieur, qui était Juliane comme individu, et pour ceux qui sont intéressés de rentrer dans un rapport plus conceptuel et plus théorisant, il suffit... voilà, il n'y a pas de linéarité. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de le penser comme ça. C'est pour ça qu'il y a ces annexes aussi dont vous parliez tout à l'heure, avec notamment celle qui décrit cette conférence à Sancier occupée, donc quand des étudiants ont occupé une partie de la Sorbonne, où je leur parle de Wikileaks, qui est pour le coup une sorte d'introduction très, très facile à lire sur ce qui est développé plus en détail dans le reste de l'ouvrage. Ironie du sort, vous deviez rencontrer Snowden quand vous avez rencontré Assange, mais Assange vous rattrape par le col et vous dit qu'il a plus besoin de vous, car Snowden a tout un pays pour lui, tandis qu'il restait à Assange 20 mètres carrés. Assange, cet oracle des temps, vous l'opposez donc à Snowden, l'oracle d'un temps, l'événement Assange, l'avènement Snowden, écrivez-vous. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est comment vous confrontez ces deux figures et vous distinguez fondamentalement ces deux figures qu'on a souvent tendance, nous, à associer, à confondre derrière l'étiquette de lanceur d'alerte. En quelques mots, qu'est-ce qui les différencie fondamentalement ? Edward Snowden, c'est quelqu'un qui veut corriger le système, qui croit en le système tel qu'il existe et qui considère qu'il y a eu une dérive, mais qui, à un moment, il a un désir de réabsorption par le système existant. C'est un patriote qui veut revenir aux États-Unis, qui considère qu'il a fait son devoir justement de patriote en dénonçant les dérives de l'appareil politique. Julian Assange, c'est beaucoup plus puissant et fort et radical, dans le sens où c'est une remise en cause systémique de l'existence des appareils de pouvoir et de leur fonctionnement. Non pas, lui ne considère pas qu'il y a dérive, lui il considère qu'il y a un problème ontologique. Je pense qu'il se considère en dissident d'une forme d'empire états-unien au sens large du terme. En tant que citoyen australien, il a vu les limites qu'il avait à s'affirmer, que ce soit en termes de liberté par rapport aux États-Unis. Dès 16 ans, je raconte comme il a été poursuivi. Il est rentré dans le réseau du Pentagone. Il a eu des procédures judiciaires très lourdes parce qu'il était un petit hacker de génie à l'époque qui s'amusait en fait et qui va se retrouver avec une vie bouleversée à cause de cette action un peu anodine et en même temps géniale. Et Snowden, au contraire, va s'inscrire dans l'appareil de pouvoir et va dire non, il faut en revenir à une autre forme, mais qui ne change pas substantiellement cette façon de faire. Et le paradoxe, et en même temps non, et en même temps je pense que c'est assez révélateur finalement. Assange, notamment grâce à Sarah Harrison qui travaillait avec lui à ce moment-là, sauve Snowden. Il faut se souvenir de ça. C'est quelqu'un qui à Hong Kong le sort de Hong Kong alors que le Guardian et compagnie l'avaient abandonné. Donc quelque part il l'accueille dans son monde. Juan Branco, vous dénoncez beaucoup depuis quelques années. À quoi vous croyez encore, en un mot ? Ou à qui ? À l'amour et à une forme de rapport à la beauté. Voilà. Merci beaucoup, Juan Branco. Assange, l'anti-souverain. Votre nouveau livre vient de paraître aux éditions du Cerf, à 2 semaines, je le rappelle, du procès qui devrait s'ouvrir à Londres de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Un grand merci à toute l'équipe aussi de la Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon, Bruno Barada, Laura Dutèche-Pérez, pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc, pour la Grande Table culture. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Élise Leu. Merci beaucoup aussi à Philomène Villard et à Marceau Vassy pour leur aide précieuse. Très bel après-midi à tous sur France Culture.